bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Tout de suite les titres de cette édition. En Centrafrique, calme précaire après une flambée de violences meurtrières. 6 soldats tchadiens tués dans un affrontement meurtrier dans plusieurs quartiers de la capitale. 40 morts selon la Croix-Rouge et le bilan pourrait encore s'alourdir. Un reportage de nos envoyés spéciaux dans cette édition. Au Soudan du Sud, nouvelle tentative de médiation. Le président kényan et le premier ministre éthiopien à Djouba ce jeudi, alors que le conflit fait rage dans le pays depuis près de 10 jours. Et puis dans l'est de la République démocratique du Congo, une nouvelle attaque meurtrière. Elle fait au moins 40 morts. La mission de l'ONU sur place évoque les rebelles ougandais de l'ADF Nalu. Un retour au calme qui reste très fragile à Bangui. Je vous l'annonçais en titre, 6 soldats tchadiens de la MISCA ont été tués et au moins 44 cadavres ont été découverts par les équipes de la Croix-Rouge. Et le bilan pourrait encore s'alourdir. Conséquence de la journée de mercredi, une journée de chaos à Bangui, dans la capitale. L'armée française a lancé ce jeudi une opération de sécurisation dans 2 quartiers. Et les autorités religieuses demandent d'urgence l'envoi de casques bleus. Au cœur de ce conflit, la population continue. Il y aurait au moins 200 000 déplacés dans Bangui. Regardez ce reportage de nos envoyés spéciaux Nicolas Germain et Roméo Langlois. Le jour se lève sur Bangui. Les tirs ont duré toute la nuit. Ce matin, ils sont plus sporadiques. Beaucoup en profitent pour fuir une nouvelle fois leur quartier. Non, ça fait 3 fois déjà. On a fui, ça fait 1 semaine. On est rentré encore à la maison et après encore on a fui encore aujourd'hui pour aller vers Bimbo là-bas. Plus de 200 000 civils ont déjà fui les combats entre les anti-Balaka, hostiles au président Michel Djotodia, et ses partisans, les ex-rebelles de la Séléka. Les forces françaises et africaines de la MISCA quadrillent la ville, mais leur tâche est immense. Aussi, nous sommes abandonnés, on ne sait pas, on appelle l'intervention de la Sangaris, les Sangaris ne viennent pas, et aussi les Burundais, MISCA, tout ça là ne vient pas, on ne sait pas. On est abandonnés à notre propre sort. On n'a personne maintenant pour s'occuper de nous. Voilà, ils sont en train de tirer là. Face à ce sentiment d'abandon, de plus en plus de Banguissois s'arment pour se défendre eux-mêmes. La querelle politique a pris une tournure confessionnelle, des églises, des mosquées sont prises pour cible. Chaque nouvelle attaque avive les tensions entre les communautés. Ici, 3 musulmans viennent d'échapper à un lynchage. On les accuse d'appartenir à la Séléka. Des soldats français les protègent d'une foule ivre de vengeance. Je ne me suis jamais engagé dans la Séléka. Lui, c'est un chauffeur de taxi-moto. Jamais nous n'avons été dans la Séléka. Ils veulent nous tuer. Ils nous ont jeté des pierres. On est blessés. Ils n'ont rien demandé, ils ont dit « les voilà, les voilà ». Ils considèrent que tous les musulmans sont des bandits, mais ce n'est pas tous les musulmans qui sont des bandits, et ce n'est pas les chrétiens non plus. Malgré les violences, certains prônent encore la réconciliation. Oui, c'est possible. Avec la grâce de Dieu, nous, musulmans, nous n'avons pas de problème. Aujourd'hui, même si c'est ma mère qui a été tuée et tu me demandes pardon, eh bien, je vais te pardonner, pas de problème. Mais en attendant la paix, jour après jour, à Bangui, l'exode suit son cours. Et c'est dans ce contexte très tendu que le Tchad, pays voisin et engagé avec ses soldats dans la force africaine en Centrafrique, a mis en place un pont aérien pour évacuer ses ressortissants. Pour rappel, les violences opposent les rebelles des ex-Séléka et les anti-Balaka. Mais depuis quelques jours, une partie de la population centrafricaine reproche aux soldats tchadiens leur impartialité. Écoutez l'ambassadeur tchadien en France qui était avec nous sur ce plateau. Quand on vit 30, 40 ans, 50 ans dans un pays, qu'on vous dit un beau jour, sans que vous ne savez pourquoi, de partir avec des baluchons, c'est dur.
On aimerait bien qu'on en parle suffisamment de ces Tchadiens qui vivent un véritable drame. Et heureusement que notre pays a pris toutes ses responsabilités, le gouvernement tchadien, pour rapatrier ces gens-là. Sinon, ils sont à la merci des anti-Balaka qui se pavanent devant la presse internationale. Et qui montrent très bien leur hostilité, qui sont prêts à dépecer les gens devant les caméras. Et tout le monde les regarde sans véritable condamnation en réalité. Nous sommes surpris en tant que Tchadiens et c'est le Tchad qui a attaqué. On nous traite d'impartial. C'est quand même incroyable. Dans l'est de la République démocratique du Congo, l'attaque ce mercredi du village de Kamango, dans la province du Nord Kivu, bilan au moins 40 victimes civiles et l'identité des assaillants n'est pas encore clairement établie. Cependant, la mission des Nations Unies sur place évoque les rebelles ougandais de l'ADF Nalu. Ce groupe composé d'islamistes sévit dans le nord du Nord Kivu, à la frontière avec l'Ouganda. Fin octobre, le président congolais avait lancé un ultimatum aux groupes armés dans l'est de la RDC pour qu'ils déposent les armes. Au Soudan du Sud, les violences se poursuivent alors qu'une nouvelle tentative de médiation est en cours, avec notamment l'arrivée à Djouba des dirigeants kényans et éthiopiens. Pour l'heure, les affrontements auraient déjà fait plusieurs milliers de morts selon l'ONU, un bilan qui inquiète la représentante de l'ONU sur place au Soudan du Sud. Les événements de cette semaine ont ramené beaucoup de cauchemars du passé aux habitants du Soudan du Sud. L'avenir d'une nation construite dans la douleur de la guerre est en jeu. L'une des choses les plus importantes est de faire cesser ces cauchemars. J'appelle donc les leaders politiques du Soudan du Sud à ordonner à leurs hommes de baisser les armes et donner une chance à la paix rapidement. Toujours au Soudan du Sud, l'autre enjeu du conflit qui oppose l'ancien vice-président Riek Machar et l'actuel chef de l'État Salva Kiir, le contrôle des États pétroliers du nord du pays. Un enjeu stratégique, les recettes de l'or noir représentent 98% de la fragile économie nationale. Décryptage avec Alex Turnbull. Ils sont partis alors qu'en ville, les combats faisaient rage. Ces quelques 300 travailleurs chinois ont été évacués mercredi du site pétrolier de Fuluj, dans le nord du Soudan du Sud. Le gouvernement chinois pourrait en mettre davantage à l'abri si les violences s'étendent à l'ensemble des régions riches en pétrole. Les puits de pétrole fonctionnent normalement. Nous n'avons pour l'instant évacué que des employés de Fuluj. Si la situation s'aggrave, nous activerons de nouvelles mesures d'évacuation qui pourront concerner les travailleurs de Djouba. Si cela empire encore, nous pourrions être amenés à fermer le puits. Plus des 2/3 de la production combinée du Soudan et du Soudan du Sud sont exportés vers la Chine. L'industrie pétrolière sud-soudanaise doit sa survie aux investissements chinois. Si officiellement la Chine refuse toute ingérence dans les affaires d'un pays partenaire, ses intérêts pétroliers l'ont poussé à jouer un rôle diplomatique important dans la région. Début 2012, c'est bien Pékin qui poussait le Nord et le Sud à s'entendre sur certains frais de transfert et ainsi relancer la production. Ce jeudi, le ministère des Affaires étrangères a indiqué qu'un émissaire chinois se rendrait à Djouba pour tenter de faire avancer les négociations. Mais au Soudan du Sud, avoir la main sur les puits de pétrole équivaut à contrôler 98% des ressources de l'État. Difficile pour les diplomates chinois de trouver un terrain d'entente entre les rebelles et le gouvernement. Après avoir pris le contrôle de plusieurs régions riches en pétrole, l'ancien vice-président se montrait déterminé à encourager la production et les exportations. La production continue. Nous protégerons les compagnies pétrolières. Nous avons simplement besoin qu'une instance internationale se charge de la vente de notre pétrole. Un départ plus massif de travailleurs pourrait causer une baisse de la production. Beaucoup sur le terrain estiment que le pays ne s'en remettrait pas. Et pour rappel, le 19 décembre dernier, 5 employés d'une compagnie pétrolière avaient été tués dans l'attaque d'un champ pétrolier au Soudan du Sud. Au Mali, après l'attaque à Gao à l'arme lourde, l'armée malienne a arrêté 6 suspects ce jeudi. Aucune victime n'était à déplorer dans la plus grande ville du nord du pays. Selon l'armée, ce sont des groupes djihadistes qui seraient à l'origine de ces tirs d'obus. Ces tirs sont intervenus après l'arrestation en début de semaine à Gao de l'ancien chef de la police islamique de la ville. Affaiblis, les groupes islamistes restent néanmoins actifs dans le nord du pays où ils commettent régulièrement des attentats meurtriers.
Et c'est la fin de cette édition et vous retrouvez tout de suite Aude Le Christ pour Paris Direct.